Bonjour et bienvenue dans le podcast Fleur d'avocat par Lilia-Louise Maréchaux, c'est-à-dire moi-même. Je suis ravie de vous retrouver pour une poursuite de cette série dédiée à une lecture commentée de l'ouvrage Esthétique du pouvoir d'Éric Jean Garcia, qui est spécialiste du leadership et que j'ai eu la chance d'avoir comme professeur à Sciences Po lorsque j'ai fait mon master exécutif en stratégie RH. Bref, il vient de sortir cet ouvrage et il y a des passages que je trouve vraiment, extrêmement, enrichissants et que j'avais envie, un de vous lire et 2 de commenter. Aujourd'hui, un épisode dédié sur l'exercice ingrat de l'autorité quand on est une femme. Je commence la lecture. Sous couvert de valorisation, le féminin se voit alors associé à des qualités attendues telles que l'attention à autrui, l'écoute ou la capacité relationnelle, reconduisant de manière plus subtile les asymétries anciennes. Les travaux d'Alice Higley et de Linda Carby confirment que les différences perçues dans les styles de leadership reflètent avant tout des attentes sociales liées au genre, bien davantage que des dispositions intrinsèques. Dans cette perspective, l'idée d'un leadership spécifiquement féminin, supposé plus coopératif, plus protecteur, tend à reconduire sous une forme valorisée des schémas anciens d'exclusion. Les trajectoires féminines vers des positions d'autorité sont ainsi marquées par des ajustements continus, des attentes ambivalentes et des épreuves répétées de légitimité qui rendent l'exercice du pouvoir plus exposé et plus coûteux. Ces asymétries vers la reconnaissance de l'autorité deviennent particulièrement visibles au moment de la décision. Si l'autorité se construit dans la durée, elle se met à l'épreuve dans l'acte de trancher. Or, la décision constitue un lieu de surexposition symbolique pour celles et ceux qui l'assument, et cette exposition n'est pas socialement neutre. Les décisions prises par les femmes dirigeantes tendent à être interprétées à travers des cadres d'attente différenciés. Une fermeté équivalente peut être perçue comme de l'autoritarisme. Une prudence comparable peut être interprétée comme de l'hésitation. Une erreur reconnue peut être lue comme une faute révélatrice, là où elle serait jugée conjoncturelle lorsqu'elle est commise par un homme. La décision devient ainsi un test de conformité implicite aux normes de l'autorité légitime, plus qu'une simple évaluation de la pertinence des choix. Cette situation produit une double contrainte décisionnelle. D'un côté, les femmes sont incitées à incarner des qualités relationnelles coopératives et protectrices. De l'autre, l'exercice du pouvoir exige de trancher, d'assumer des arbitrages et parfois de produire des effets négatifs. Toute décision expose alors à une lecture potentiellement dissonante où la conformité à un registre affaiblit la légitimité à l'autre. Plusieurs travaux empiriques en psychologie organisationnelle et en gouvernance illustrent ce mécanisme. À performance et information égale, des décisions de restructuration, de réduction des coûts ou de gestion de crise sont évaluées plus négativement lorsqu'elles sont attribuées à une femme dirigeante. La même décision est alors volontiers interprétée comme excessive, maladroite ou insuffisamment maîtrisée, tandis qu'elle est perçue comme difficile mais nécessaire lorsqu'elle est portée par un homme. Ce différentiel d'interprétation n'est pas lié au contenu de la décision, mais à l'écart entre l'acte de trancher et les attentes normatives associées au genre de la personne qui décide. Là où l'erreur masculine peut être interprétée comme un risque assumé, l'erreur féminine tend plus souvent à être lue comme un défaut de compétence ou de légitimité. Cette asymétrie contribue à renforcer la prudence stratégique, l'autolimitation et parfois le retrait, non par manque de capacité, mais par anticipation des coûts symboliques associés à la décision. Alors, je ne sais pas si mon audience est majoritairement féminine ou masculine. Je ne sais pas non plus, je pense qu'elle est un peu plus féminine que masculine, mais je sais que j'ai des nombreux auditeurs masculins. Je sais quand même que la profession d'avocat, c'est aujourd'hui une majorité de femmes, plus que d'hommes et que nous, parmi nos clients, j'aurais dû faire les stats avant de commencer cet épisode, mais on travaille autant avec des hommes qu'avec des femmes. Mais on travaille avec des femmes et à titre personnel, je suis une femme et je vois bien quand je parle avec des femmes et notamment si je me concentre sur les clientes d'Iris et Thémis, donc qui est le cabinet de recrutement, le cabinet d'avocats que je dirige, je vois bien à quel point, pour la plupart d'entre elles, décider au moment du recrutement, mais en fait, j'ai presque envie de dire c'est annexe, les problématiques managériales qu'elles rencontrent
relève de cette tension entre, globalement, devoir être amenées à décider et comment elles peuvent être perçues justement comme autoritaires parce qu'elles décident et parce qu'elles exercent leur pouvoir comme manager, comme dirigeant de leur cabinet. Avec une vraie, réticence et une vraie difficulté à exercer ce pouvoir dont et honnêtement je m'en exclus pas, j'ai éprouvé et je continue à éprouver même si je me soigne de jour en jour, cette même problématique. Je ne sais pas s'il y a une recette miracle à ça et je ne sais même pas si, comment dire? Je ne sais même pas s enfin, comme l'indique, Éric Jean Garcia, c'est-à-dire que de toute façon, on est dans cette tension entre, de toute façon, à partir du moment où on dirige ou on manage, il faut prendre des décisions, il faut faire acte de l'autorité. Mais d'un autre côté, les attentes vont être accrues et on va être jugé différemment et probablement plus durement parce qu'on le fait. Et donc, est-ce que la bonne réponse, c'est juste de s'endurcir face à cette, heu, perception extérieure qui va être plus dure envers soi-même? Est-ce que pour autant il faut au contraire, on va dire, amoindrir son autorité? Je pense pas que cette deuxième option soit la bonne parce que finalement elle nous conduit dans le mur comme femmes. En revanche, je pense que l'avoir en tête est important, ne serait-ce que pour, on va dire, conscientiser la différence a enfin la difficulté accrue à laquelle on peut être exposé, mais aussi s'en prémunir. C'est-à-dire se dire: «OK, là, est-ce que ma manière d'appréhender la situation et la décision que je dois prendre, est-ce que je ne suis pas biaisée par l'anticipation de la manière dont je vais être jugée durement, peut-être plus durement parce que je suis une femme?» Et est-ce que j'ai envie finalement de me laisser biaiser par cette peur de l'autorité à venir? Enfin, de la manière dont mon autorité va être jugée. À titre personnel, j'ai très récemment été, confrontée à ça avec une autre femme qui et ça m'a beaucoup fait réfléchir évidemment après, qui m'a, rapporté à quel point des décisions que j'avais prises de me séparer de collaborateurs, de me séparer de personnes professionnellement parlant, pouvaient être interprétées comme, le fait que, eh bien, j'avais utilisé les gens et je les avais traités comme des mouchoirs. Je vous confie quelque chose de très personnel, hein. Et bon, je suis quand même plutôt quelqu'un d'assez, empathique et j'essaye, dans la vie en général de pas traiter les gens comme des mouchoirs, mais et en l'occurrence, au enfin, ces cas de figure, typiquement, je ne pense pas avoir traité les gens comme des mouchoirs. Mais quand j'ai lu a posteriori ce passage, je me suis dit: «Mais en fait, on est en plein dedans. On est en plein dans cette espèce de double standard où j'ai pris des décisions professionnelles envers des personnes qui n'étaient pas au niveau des attentes que j'avais pour elles, dans l'intérêt de l'organisation et indirectement dans mon intérêt personnel, puisque mon intérêt, c'est d'avoir une organisation performante et donc des collaborateurs performants. Mais voilà, de toute façon, je suis jugée pour ça. En l'occurrence, ça n'est que ça n'est que des performances moindres de personnes qui m'ont conduite à dire: «Bon, ben là, en fait, on arrête la collaboration». Quelle que soit la forme de cette collaboration, on parle d'un salarié dont je me suis séparée dans le cadre d'une période d'essai, on parle d'un partenaire dans le cadre d'une formation, on parle d'une autre partenaire dans le cadre, dans le cadre d'une société avec, bah, en face des attentes pour que l'organisation puisse performer et puis, des attentes qui sont pas remplies et donc, bah, au bout d'un moment, moi, après différentes dans chaque fois différemment dans chaque situation, mais après avoir, posé et jalonné, le constat qu'on n'est pas aux attentes et la tentative de reconfigurer les choses, vient un moment où on prend acte qu'on n'arrive pas à une collaboration performante, à un mode de travail fonctionnant et donc on se sépare parce que j'ai aucune raison de continuer à travailler avec des personnes qui sont pas au niveau. En tout cas, pas au niveau par rapport à ce pourquoi, je me suis entourée d'elles et ce pourquoi l'organisation a un besoin. Évidemment et c'est ce qui nous est arrivé dans une autre configuration, si l'organisation peut avoir un autre besoin qui correspond à des choses que ces personnes savent très bien faire,
J'ai envie de vous dire, et on l'a fait. Bah, moi, je suis plutôt dans une logique de poursuite à chaque fois de continuité de la relation, mais encore faut-il qu'il y ait de la place pour ça, qu'il y ait les moyens pour ça, que ce soit possible dans la configuration de l'organisation. Et vraiment, dans cette discussion où on m'a reproché ça, c'est l'état que j'ai fait en me disant: «Mais en fait», et ça, c'est le fruit d'une réflexion personnelle qui est aussi le fruit de, j'ai envie de dire, de mois de coaching où ma coach m'a fait aussi beaucoup progresser sur le côté, mais en fait, c'est bien d'être empathique et c'est bien de vouloir, préserver la relation et cetera, mais comme chef d'entreprise, comme dirigeante, toi, tu as besoin d'avoir des gens performants à tes côtés, et donc si on n'arrive pas à une configuration qui fait que ces personnes sont performantes dans les missions que tu leur confies, ça veut dire qu'à un moment, il faut arrêter, il faut changer de collaborateur, de partenaire, de voilà. Et donc et c'est quelque chose dont je suis convaincue, dont je suis convaincue en théorie, dont cette conviction théorique, m'amène à la déployer, de plus en plus et avec de plus en plus de confiance et d'affirmation, et d'assertivité dans la pratique, que et de plus en plus rapidement aussi, en faisant moins traîner les situations, mais que, bah, en fait, voilà, mon intérêt, c'est quand même d'avoir une entreprise performante, selon plein de critères qui sont pas que des critères, financiers, mais qui sont aussi d'autres critères. Mais en tout cas, une organisation performante, des choses qui déroulent et qui déroulent, sans me consommer à moi une énergie, démesurée. Enfin, en me consommant une énergie qui est, on va dire, proportionnelle à la nature de cette, relation et à l'accord d'implication qu'elle supposait. Si on recrute un junior, on n'a nécessairement pas qui est payé comme un junior, on n'a nécessairement pas la même implication. On a une implication nécessairement supérieure à celle de si on recrute un senior, et ça, je le dis, encore et encore et encore, et je me l'applique à moi-même. Mais voilà, dans d'autres configurations, a priori, on recrute certains profils à certaines conditions, pour avoir une implication personnelle qui est moindre parce qu'on attend des gens justement, qu'ils puissent être, performants sans qu'on intervienne. Sans parler de toutes les fois où globalement on recrute des gens qui sont censés être performants dans leur domaine, parce qu'on n'a pour le coup aucune compétence dans ce qu'ils font, dans cette compétence, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais que j'ai rencontré aussi, notamment avec, une agente immobilier, jusqu'à ce que je change d'agent immobilier pour le mieux, et donc j'ai pris tout ça pour dire que, j'en suis arrivée à cette vraiment grande confiance, et c'est un ancrage profond en moi que je suis OK avec le fait de pouvoir être jugée durement parce que je fais des choses difficiles, y compris prendre des décisions qui sont humainement difficiles, comme celle de me séparer d'un partenaire, d'un collaborateur, voilà, d'un prestataire, parce que c'est manifestement pas fonctionnel et ça ne conduit pas à la performance. Mais ça, c'est un ancrage qui a développé très loin, très fort, très profondément, justement pour, bah, par rapport à ce constat que comme femme, on est, jugée plus durement. C'est mon approche, je ne sais pas si c'est la bonne et je ne sais pas si elle est universelle. À titre personnel, ça me fait du bien. Ça me fait du bien de savoir que c'est pas quelque chose d'individuel et que c'est quelque chose de systémique, et ça me fait du bien et ça m'aide en fait, ça m'aide non pas à amoindrir mon autorité, mais à m'endurcir face au jugement extérieur sur la manière dont j'exerce cette autorité, et c'est, d'une certaine façon, du coup, je sais pas si c'est ce que je vous encourage à faire parce que je sais pas si c'est la bonne manière. Je sais que moi, ça m'aide beaucoup, et que je constate que ça n'a conduit qu'à du positif jusqu'à maintenant dans mon organisation de fonctionner comme ça, dans mes organisations de fonctionner comme ça. Après c'est voilà, peut-être un biais du survivant aussi. Mais effectivement, ça oblige donc, dans sa prise de décision et dans sa manière d'exercice d'autorité, ça oblige ça oblige encore plus à savoir pourquoi est-ce qu'on fait les choses.
et non pas à justifier de ses choix, mais à être capable de les exprimer clairement. Et aussi de, conduire un cadre et ça c'est, un sujet de manière générale dans l'exercice de l'autorité, mais je pense du coup encore plus fort quand on est une femme, de conduire un cadre où il y a une communi une surcommunication, mais en tout cas une communication encore plus renforcée de quel est le cadre de cette relation? Quelles sont les attentes? Qu'est-ce qui fait que ce sera une réussite et quels seront les critères de prise de décision? C'est très dur, mais moi, régulièrement, je rappelle à je rappelle à nos collaboratrices dans Iris et Témis que je suis enfin, évidemment que tout ce que je mets en œuvre, je le mets en œuvre en ayant, en tête, une recherche de bien-être au travail pour elles, du fait, que la relation se passe bien, de prendre soin d'elles, mais que mon rôle est avant tout de défendre et de protéger les intérêts la société, de la société Iris et Thémis. Et que ça peut m'amener à prendre des décisions difficiles dans l'absolu, difficiles pour elles, parce que c'est pas forcément des décisions qui leur sont ou qui leur seraient favorables dans l'éventualité où on devait les prendre. Mais que c'est mon rôle. Et le fait de le dire lors de l'onboarding, de le rappeler régulièrement dans des réunions, d'équipe qu'on peut faire, notamment nos réunions mensuelles, de le rappeler si on fait un séminaire. C'est pas dans une logique toxique de: «Attention, vous êtes tous sur la sellette», c'est pas du tout ça l'idée et je pense pas le faire, d'une façon qui fasse que les gens se sentent comme ça. En revanche, c'est de pas créer de surprise au moment d'être amené à prendre des décisions difficiles, sur le fait que cette décision difficile, si je la prends, c'est que, ben, effectivement, c'est ce que je pense être le mieux dans l'intérêt de la société et voilà pourquoi je pense que c'est le mieux dans l'intérêt de la société et pour le coup, je je suis toujours assez transparente sur ce qui m'amène à penser, ce qui m'amène à analyser la situation d'une certaine façon et ça, c'est, on va dire, je pense une partie de l'antidote. C'est-à-dire qu'il y a l'antidote qui est l'antidote de comment est-ce que je me blinde face à la manière dont je vais être jugée nécessairement, plus durement parce que j'exerce cette autorité. Et il y a aussi comment est-ce que j'influence, comment est-ce que je prépare le terrain et comment est-ce que j'influence, je ne sais pas si c'est le bon mot influencer, mais en tout cas, comment est-ce que je prépare le terrain pour essayer de minimiser la surprise face au moment où effectivement il y a une prise de décision et un acte d'autorité, entre guillemets, qui est fait et qui est pas forcément facile à vivre. Il est d'ailleurs rarement facile à vivre pour moi non plus. Mais bon, en tout cas pour les personnes, concernées quand ça arrive. C'est peut-être mes 2 pistes pour vous, qui m'écoutez, femmes, c'est de cumuler les 2 approches. Et ce qui implique beaucoup de courage, on parle de courage managérial, mais on est en plein dedans, ce qui implique beaucoup de courage parce que ça implique de dire des choses qui peuvent être difficiles à entendre. Pas dans le sens où immédiatement il y a quelque chose de difficile à dire, mais dans le sens où dans l'absolu, bah, en fait, c'est pas forcément facile à entendre pour les gens autour que comme femme, bah, oui, vous pouvez être amené à prendre des décisions qui pourront être des décisions qui seront qui seront difficiles à un instant T, mais que ça peut arriver et voilà, de «rappeler» entre guillemets que juste ça peut arriver, ça peut exister. On préfère être dans c'est plus confortable d'être dans, juste, la version de soi-même où on est dans le lien, dans la confiance, dans l'inspiration de la confiance, dans dans la bienveillance, dans la rondeur, dans la partie agréable de la relation. C'est tellement plus simple, c'est tellement plus agréable et pourtant c'est ce qui conduit derrière à avoir ce sentiment d'une chute.
de partir de très loin, en fait, dans la relation quand il y a des crispations qui s'installent et notamment en face. Parce que comme femme, on prend sur soi, on prend sur soi, on prend sur soi, jusqu'à ce qu'à un moment ça craque et au moment où ça craque, en face, ils ont pas forcément eu les warnings ou en tout cas, s'ils ont eu des warnings, c'était pas forcément des warnings explicites. Il y a aussi plein de cas de figure où les warnings étaient très explicites et où il y a il y a pas eu de résultat en face. Enfin, il y a pas eu de enfin, ils ont juste pas été pris au sérieux en face. Mais voilà, il y a cette espèce de dynamique de: je prends sur moi, je prends sur moi, je prends sur moi. Puis au bout d'un moment, ça craque et là, schlac, tout part à la poubelle. Et ça, on a pu le voir, hein, avec des clients, d'un point de vue managérial. Ils disent pas les choses, ils disent pas les choses, ils disent pas les choses. Et en fait, le moment où ils disent les choses, ils sont déjà arrivés, elles sont notamment déjà arrivées à un point de non-retour. À un point de non-retour où finalement, il y a plus de place pour la réparation de la relation. Il y a plus de place pour, le fait de recadrer et redonner une chance, mais de redonner une vraie chance en faisant table rase, vraiment en partant du principe: «OK, du coup, là, à partir de maintenant, on oublie ce qui s'est passé, comment ça se passe?» Et en fait, il y a plus de place pour ça et tous les efforts qui viennent après ce pseudo recadrage ne sont que analysés avec un biais de confirmation de toute façon, ça ne va pas aller et donc c'est pas une vraie chance, c'est un effet d'annonce. Heu, on donne l'illusion qu'on a redonné une chance et que, on a permis à la personne de se reprendre, mais finalement, ça n'est pas arrivé. Et ça, c'est quelque chose que je vous invite à éviter à faire. C'est d'ailleurs pour ça, en matière de recrutement, que n on suit nos clients, de près pendant la période d'essai, parce qu'on veut essayer de repérer tôt s'il y a des petites difficultés, de s'assurer que ces difficultés, il y ait eu du recadrage. Qu'il y ait eu du recadrage avec une nouvelle expression des attentes, une supervision qui permette de mettre la personne dans la réussite. J'ai publié il y a quelques épisodes un épisode sur justement le comment gérer la période d'essai que je vous invite à aller, consulter et de tirer les conclusions, de voir est-ce qu'on a de la progression? Est-ce qu'il y a pas de progression? Est-ce qu'il y a de la progression? S'il y a de la progression, est-ce qu'elle est assez significative ou pas? Et quelles sont les décisions qu'on prend à partir de ça? Mais de pas nous retrouver avec des personnes qui passent l'éponge, prennent sur elles, compensent et finalement, à la fin de la période d'essai ou pire, après la période d'essai, explosent et se disent: «Mais en fait, ça va pas depuis le démarrage». Parce qu'elles ont pas voulu voir ou parce qu'elles ont pas voulu dire qu'en fait, il y avait des choses qui n'allaient pas et qui sont des choses importantes et qui sont des choses qu'il faut recadrer. Et au moment où elles le disent, c'est trop tard et les relations se tendent. Voilà, c'était, ma réflexion, enfin, c'était déjà, la lecture de ce chapitre, commenté de ce que je peux constater empiriquement chez nos clients, de ce que j'ai pu vivre moi à titre personnel, de comment je l'ai géré. Je serais très curieuse d'avoir vos retours, sur le sujet et si ça vous a intéressé, abonnez-vous, likez, commentez. Bref, engagez-vous avec la chaîne. Je vous dis à bientôt. Au revoir.